Bonsoir, merci d'être là. Je suis là pour introduire une série d'interventions ayant pour le sujet le thème de la santé de la démocratie. Et c'est une métaphore médicale qu'on va filer tout au long de ces interventions. L'intervention de ce soir, qui se formulait sous forme de question, qu'est-ce qu'une crise de l'homme? Et elle va servir, pour ainsi dire, de jalon principal à l'ensemble de jalons qu'on va ensuite explorer au fil de ces conférences. Pour commencer, je précise que de ce fait, je vais faire en sorte, dans la mesure du possible, de laisser un maximum de temps à l'interaction avec vous, parce que j'ai besoin d'avoir votre retour sur les questions que je vais poser, de manière à voir quels sont les sujets que vous préférez explorer par la suite, parce que ce cycle étant limité, on ne va pas pouvoir toutes les explorer de la même manière. Donc ce sera à vous d'en décider. Pour commencer, les questions, et pas simplement celles-ci, mais les questions plurielles que je vais poser ce soir, comme autant de jalons qu'on tentera d'explorer dans les séances suivantes. Cette question, la crise sur la nature d'une crise de l'homme, a été posée avant moi par Albert Camus. C'est à lui d'ailleurs que j'emprunte le titre de mon intervention. La conférence concernée est une conférence qui date de 1946, qui a été faite lors d'un cycle de conférences que Camus a fait cette année-là aux États-Unis. Celle-ci, en l'occurrence, a été faite à l'Université de Columbia. C'est pour ça peut paraître un peu bizarre, mais on l'explique ainsi, que le texte était disponible en anglais avant d'être disponible, publié en français, puisqu'il a été publié après la mort de Camus. Si vous vous demandez pourquoi, la raison est là. Dans cette conférence qu'il fait donc aux États-Unis, il adopte une approche volontairement clinique. Clinique au sens où il s'inscrit dans un héritage nietzschéen, le regard du clinicien, c'est-à-dire le regard qui observe les symptômes, décrit la pathologie et puis éventuellement propose des remèdes. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Pour commencer, si vous le voulez bien, je vais vous lire simplement le début de la conférence, parce qu'elle est un petit peu longue, juste le début, qui me semble le cœur en fait de l'argumentaire. Après, il rentre plus dans le détail et on y reviendra. Les hommes de mon âge en France et en Europe sont nés juste avant ou pendant la première Grande Guerre, sont arrivés à l'adolescence au moment de la crise économique mondiale et ont eu 20 ans l'année de la prise du pouvoir par Hitler. Pour compléter leur éducation, on leur a offert ensuite la guerre d'Espagne, Munich, la guerre de 1939, la défaite et 4 années d'occupation et de lutte clandestine. Je suppose donc que c'est ce qu'on appelle une génération intéressante. Et que justement, il sera plus intéressant pour vous que je parle, plutôt qu'en mon nom personnel, au nom d'un certain nombre de Français qui ont aujourd'hui 30 ans et qui ont formé leur intelligence et leur cœur pendant les années terribles où, avec leur pays, ils se sont nourris de honte et ont vécu de révolte. Oui, c'est une génération intéressante, et d'abord parce qu'en face du monde absurde que ses aînés lui fabriquaient, elle ne croyait à rien et elle vivait dans la révolte. Et là, c'est un portrait de l'homme nourri par l'absurde. La littérature de son temps, le surréalisme en particulier, était en révolte contre la clarté, le récit et la phrase elle-même. La peinture était abstraite, c'est-à-dire qu'elle était en révolte contre le sujet et la réalité. La musique refusait la mélodie. Quant à la philosophie, elle enseignait qu'il n'y avait pas de vérité, mais simplement des phénomènes, qu'il pouvait y avoir Mr. Smith, M. Durand, R. Vogel, mais rien de commun entre ces 3 phénomènes particuliers. Quant à l'attitude morale de cette génération, elle était encore plus catégorique. Le nationalisme lui paraissait une vérité dépassée, la religion en exil, 25 ans de politique internationale lui avaient appris à douter de toutes les puretés et à penser que personne n'avait jamais tort ou raison. Quant à la morale traditionnelle de notre société, elle nous paraissait ce qu'elle n'a pas cessé d'être, c'est-à-dire une monstrueuse hypocrisie. Ainsi, nous étions donc dans la négation. Donc ça c'est le début. Je vous invite très vivement, et si c'est possible, je posterai le texte complet sur le site de la chaire de philosophie à l'hôpital, parce que je ne suis pas sûre qu'il soit disponible en intégralité sur Internet. Ce qui m'intéresse dans ces quelques lignes que je viens de vous lire, c'est d'abord que Camus fait un constat. Pour lui, la crise de l'homme se présente d'abord comme un constat. Et ce constat, il le développe ensuite, c'est le constat d'une contradiction
une contradiction entre le théorique, en l'occurrence ici le nihilisme, une posture théorique qui s'appelle le nihilisme, quand il dit « nous vivions dans la négation », c'est à cela qu'il fait référence. Donc, contradiction entre le théorique et le pratique. Le pratique ici, l'ordre pratique, l'ordre de l'action, qui se traduit dans la révulsion qu'ont éprouvée les personnes qui font partie de sa génération face au meurtre. D'un côté, il partait du principe que rien n'avait de sens, que rien n'était vrai puisque tout était vrai, ou rien n'était faux parce que tout était faux, relativisme, et mis face à la réalité, finalement, à la conséquence logique de cette manière de penser, ils se sont retrouvés complètement démunis parce qu'ils n'arrivaient pas justement à pousser jusqu'au bout cette logique. Vous voyez, il y a un fossé entre le discours qu'on se tient à soi-même et puis la manière dont on se comporte lorsque on est invité par le réel à mettre en pratique ce discours. Voilà le point de départ et le début de cette conférence porte là-dessus. Ensuite, dans un deuxième temps, il détaille plus précisément, il analyse les symptômes de cette maladie. Donc on va y revenir. Ensuite, il propose un certain nombre de remèdes. Il s'arrête là-dessus. Voilà. Donc la conférence, elle est essentiellement composée de ces trois temps. D'abord un constat, il y a un problème, il y a une pathologie, puis une analyse plus précise des symptômes, et enfin proposition d'un certain nombre de remèdes. On va bien sûr pas procéder en fonction de ces trois temps, puisque ça n'est pas un commentaire de texte, même si ce texte me paraît fondamental. On va procéder en revanche par questions, comme je vous l'avais proposé. On va commencer bien sûr par la première qui a donné son titre à cette intervention, à savoir qu'est-ce qu'une crise de l'homme. Donc revenons un petit peu sur cette double dimension de la crise de l'homme en la précisant un petit peu. En réalité, Camus ne le détaille pas en ces termes, mais c'est ce que son propos implique. Cette crise de l'homme, elle relève de deux éléments, elle relève de deux réalités, ou elle implique deux volets. Le premier volet, c'est le volet paradigmatique. C'est une crise paradigmatique en un sens qu'on va développer un peu plus loin. Et le deuxième volet, c'est un volet existentiel. C'est une crise existentielle. Donc la crise de l'homme, elle est à la fois crise paradigmatique et crise existentielle. Cette crise existentielle, on va se le demander plus tard, reste à savoir si elle est la conséquence logique de cette crise paradigmatique ou bien si elle en est le fruit. Vous allez voir que ce n'est pas forcément évident. Est-ce que c'est parce qu'il y a une crise existentielle, disons collective, qu'on change le paradigme, ou est-ce que c'est parce que le paradigme échoue que la crise existentielle se produit? Ça, c'est une question qui est importante. Pas simplement pour comprendre le texte de Camus, mais vous le verrez, parce que c'est pour ça que j'ai choisi de consacrer mon intervention à ce thème, pour comprendre un certain nombre d'enjeux de l'actualité, du monde contemporain, à la fois dans notre pays et à l'échelle internationale. Donc j'ai parlé de crise paradigmatique pour ceux d'entre vous qui s'intéressent un peu à l'épistémologie. Ça vous a peut-être rappelé vaguement le livre peut-être le plus célèbre de Kuhn, qui est La structure des révolutions scientifiques, où justement il explique la manière dont on passe d'un paradigme scientifique à un autre. Et ce qui est intéressant dans ce parallèle, en essayant de comprendre à partir de Kuhn comment Camus théorise la crise de l'homme, c'est qu'il explique que la crise de l'homme, c'est le moment en fait où le paradigme, qui en l'occurrence ici est l'humanisme, il ne prononce pas ce mot à ce moment-là, mais très clairement il s'agit de ça, le paradigme de l'humanisme dit universaliste est en train de s'effondrer pour laisser place à, vous imaginez bien qu'on est en 1946, le paradigme vient vraiment de s'effondrer, on ne sait pas ce qui va venir ensuite, d'où le désarroi de ses contemporains. Mais la logique, elle est là. La logique, c'est qu'il y a un paradigme qui s'est imposé pendant des années, puis il s'est passé quelque chose que le paradigme n'est pas parvenu à assimiler, à dépasser, ce qui a provoqué cet effondrement, qui, on le verra en réalité, n'est pas terminé aujourd'hui encore. Venons-en à l'autre volet dont j'ai parlé, à savoir la crise existentielle, puisque Camus, parlant avant tout de l'humain, de l'individu, il se focalise en réalité plutôt sur cette dimension-là quand il parle de crise de l'homme. La crise existentielle, c'est celle qu'il évoque avec la première phrase du second paragraphe que je vous ai lu. Ainsi, nous étions donc dans la négation. Bien entendu, ce n'était pas nouveau, etc. Il continue. Puis il explique qu'en réalité, il parle de crise de l'homme parce que ses contemporains ont eu à vivre dans la plus déchirante des contradictions.
Le motif de la contradiction est important à la fois pour traiter du sujet de la crise de l'homme, mais aussi de manière générale pour traiter du sujet de l'être politique. Si ça vous intéresse, puisque Camus a philosophé avec ses œuvres littéraires et apporté un style extrêmement littéraire à ses œuvres philosophiques, dans Les Justes, vous avez cette formule qui est très importante, qui est « c'est tellement plus facile de mourir de ses contradictions que de les vivre ». Il y a un écho direct entre la situation dans laquelle le terroriste qui est Kaliaïev est mis, à la fois la nécessité de tuer quelqu'un et en même temps son attachement viscéral à la dignité humaine, qui donc rend le geste qui consiste à prendre une vie assez inacceptable. Et puis, ce que Camus explique ici en parlant, cette fois non pas de fiction mais de réalité, ce que notamment les résistants ont pu vivre, à savoir le fait que, d'un seul coup, la posture théorique était le nihilisme a achoppé sur la réalité. C'est vraiment cette image, en fait, qu'il décrit. Il y a donc un fossé entre la profession de foi nihiliste de son époque, on ne croyait plus à ci, on ne croyait plus à ça, on ne croyait plus à rien, et les conclusions logiques de celle-ci auxquelles il n'arrive pas finalement à aboutir. C'est l'extrait qui suit immédiatement. D'autres générations, d'autres pays ont vécu à d'autres périodes de l'histoire cette expérience, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que ces mêmes hommes, étrangers à toute valeur, ont eu à régler leur position personnelle par rapport à la guerre d'abord et par rapport ensuite au meurtre et à la terreur. C'est à cette occasion qu'ils ont eu à penser qu'il existait peut-être une crise de l'homme parce qu'ils ont eu à vivre dans la plus déchirante des contradictions, car ils sont entrés, en effet, dans la guerre comme on entre dans l'enfer, s'il est vrai que l'enfer est le reniement. Ils n'aimaient ni la guerre ni la violence, ils ont dû accepter la guerre et exercer la violence. Ils n'avaient de haine que pour la haine, il leur a fallu pourtant apprendre cette difficile science. Donc ce passage est un résumé, un condensé de ce que cette crise existentielle peut impliquer. Ce qu'il décrit, en fait, Camus, c'est quelque chose qu'on oublie parfois trop aujourd'hui encore de se représenter, à savoir la rencontre tout de même fondamentale entre le réel et l'idée. Le problème, si vous voulez, quand on vit dans une logique, quand on est très attaché à une idéologie et qu'on a l'habitude de comprendre le réel à travers des prismes qui sont assez fermés et hermétiques, c'est que on en oublie parfois en fait de confronter la théorie à l'expérience, comme on dirait dans une logique d'expérimentation scientifique. Ce geste-là qui consiste à prendre la théorie, en l'occurrence ici politique ou idéologique, et à la mettre à l'épreuve du réel pour voir si elle sonne juste, c'est un geste dont Camus note qu'il s'est oublié à son époque et dont on peut encore se demander si il n'est pas pertinent pour comprendre notre actualité. Pourquoi j'insiste sur cette dimension existentielle plus que sur la dimension paradigmatique? On pourrait se dire, c'est une chaire de philosophie, donc c'est bizarre quand même qu'on passe plus de temps sur la dimension vraiment individuelle au final, plutôt que sur la dimension théorique, paradigmatique. En réalité, je le fais parce que c'est le choix que Camus a fait, c'est un choix qui est motivé par des raisons philosophiques. Lorsqu'on travaille sur l'œuvre de Camus et sur sa réception en particulier, on s'aperçoit que pendant longtemps, on a considéré qu'il n'était pas vraiment un philosophe, parce que, lui-même le disait d'ailleurs, je ne suis pas philosophe, et parce que c'était pas quelqu'un qui avait produit une théorie philosophique, comme un Jean-Paul Sartre. En réalité, en creusant un petit peu plus, on se rend compte que lorsque Camus dit qu'il n'est pas philosophe, c'est parce qu'il dit ça à une époque où être philosophe, c'est être Jean-Paul Sartre. Donc il a très bien compris qu'il ne faisait pas le même métier. En revanche, il continue, il prolonge un geste qu'on trouverait déjà par exemple chez des philosophes tels que Kierkegaard, qui consiste à faire un retour réflexif sur la démarche philosophique, et notamment sur la démarche de théorisation et de systématisation, pour en interroger à la fois la pertinence et les limites. Ça, Kierkegaard l'avait déjà fait au sujet notamment bien sûr du système hegelien. Et ce que Camus fait dans son œuvre, et qui va être important pour la conférence dont on parle et pour le sujet de l'intervention de ce soir, c'est exactement la même chose. Il a vécu au siècle, si vous voulez, où les idéologies philosophiques ou philosophico-politiques se sont incarnées dans des formes de gouvernement, que ce soit en URSS, que ce soit même dans l'Allemagne nazie, puisque Hitler n'est pas tombé du ciel. On sait qu'il a puisé beaucoup d'inspiration, notamment aux États-Unis, dans une idéologie suprémaciste qui venait de ce pays.
Et puis pareil pour l'Espagne, si on pense au contexte de la guerre d'Espagne, et idem pour l'Italie. Ce qui est important ici, c'est l'idée que, à force de laisser l'idéologie complètement au-dessus du réel, on a tendance à la penser non plus comme un prisme interprétatif, mais qui reste donc un objet média, un objet de médiation, mais comme le réel lui-même. Alors, quand je dis que Camus, justement, essaye de se sortir de cette ornière-là, et donc de ce risque-là, il le fait dans cette conférence, notamment, par un geste qui est fondamental, et qui est un geste qui consiste non pas à chercher à théoriser cette crise de l'homme, qu'est-ce qu'une crise de l'homme, je vais la conceptualiser, non, en l'illustrant, en commençant par l'illustrer. Pourquoi ? Parce que conceptualiser, c'est faire œuvre d'abstraction, en fait. Une abstraction qui peut être extrêmement féconde, qui est parfois nécessaire, mais malgré tout une abstraction. Or, ce que Camus note, notamment ici, mais dans l'ensemble de son œuvre, c'est que, justement, le problème ici, c'est l'abstraction. On est en train de parler du meurtre, or, l'abstraction joue un rôle essentiel dans la validation ou dans l'accoutumance, l'acclimatation au meurtre, la légitimation du meurtre. Donc, il ne choisit pas de théoriser ce qu'est la crise de l'homme, il illustre avec 4 exemples, 4 cas, 4 anecdotes, si j'ose dire, qui n'ont rien d'anecdotique, ou plutôt qui ne devraient rien avoir d'anecdotique. Je vous les lis, si vous permettez, parce que c'est probablement le passage le plus important, c'est pas très long, de la conférence. Première anecdote. Dans l'immeuble de la Gestapo d'une capitale européenne, après une nuit d'interrogatoire, 2 inculpés encore sanglants se trouvent ligotés et la concierge de l'immeuble fait soigneusement le ménage, le cœur en paix, puisqu'elle a pris sans doute son petit déjeuner. Au reproche d'un des torturés, elle répond avec indignation une phrase qui, traduite en français, donnerait à peu près ceci : « Je ne m'occupe jamais de ce que font mes locataires. » À Lyon, un de mes camarades est tiré de sa cellule pour un 3e interrogatoire. Comme on lui a déchiré les oreilles lors d'un interrogatoire précédent, il porte un pansement autour de la tête. L'officier allemand qui le conduit est le même qui a assisté déjà aux premières séances, et c'est pourtant lui qui demande, avec une nuance d'affection et de sollicitude dans la voix, « Alors, comment vont ses oreilles ?» 3e anecdote, en Grèce, à la suite d'une opération des maquis, un officier allemand se prépare à faire fusiller 3 frères qu'il a pris comme otages. La vieille mère se jette à ses pieds et il consent à en épargner un seul, mais à condition qu'elle le désigne elle-même. Comme elle ne peut pas se décider, on le met en joue. Elle a choisi l'aîné parce qu'il était chargé de famille, mais du même coup, elle a condamné les 2 autres, comme le voulait l'officier allemand. Dernière anecdote, un groupe de femmes déportées, parmi lesquelles se trouve une de nos camarades, est rapatriée en France par la Suisse. À peine entrées sur le territoire suisse, elles aperçoivent un enterrement civil. Et ce seul spectacle les jette dans un fou rire hystérique. Et elles disent donc « C'est comme cela qu'on traite les morts ici ». Donc si vous voulez, ces 4 anecdotes qui permettent ensuite à Camus de tirer un certain nombre de réflexions et d'analyses sur les symptômes qu'il repère, sont quelque chose d'important parce que c'est généralement l'élément qui manque, si vous voulez, dans la théorie. On peut théoriser sur la violence, on peut tenir des discours extrêmement forts, extrêmement construits et même convaincants sur la violence. Sartre en a fait la démonstration, par exemple, dans sa célèbre préface aux damnés de la terre de Frantz Fanon. Vous savez, pour ceux qui la connaissent, c'est la préface où on trouve la formule « Tuer un Européen, c'est faire d'une pierre 2 coups. Supprimer un oppresseur et un opprimé, reste un homme mort et un homme libre. » Je ne sais pas si vous entendez cette phrase, en fait. Tuer un Européen, c'est ta-ta-ta, reste ta-ta-ta. C'est une équation, en fait. On a l'impression qu'il parle... C'est une soustraction, si vous voulez. Il y a des éléments, et puis on soustrait, et voilà ce qui reste. Il reste un homme mort, c'est dommage, et un homme libre. Donc on a quand même fait quelque chose de positif. Avant, on avait 2 choses négatives, et moins par moins, ça fait pas plus. On avait un oppresseur et un opprimé, et là, on a un homme mort, mais on a un homme libre. Est-ce qu'il vaut mieux une situation avec 2 moins, ou une situation avec un plus et un moins ? C'est littéralement ça, la logique derrière, si vous voulez. Qu'est-ce qui manque dans ce raisonnement ? Il manque en fait concrètement, l'Européen, c'est qui ? Il a un nom, il a une famille, il a une histoire, qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce que c'est est-ce que c'est un soldat ? Est-ce que c'est un enfant dans la rue ? Est-ce que c'est quelqu'un dans le tramway ? Pour reprendre l'exemple de Camus dans une de ses réponses à une question qu'on lui a posée pendant une conférence.
C'est ça qui manque, si vous voulez. Lorsque j'ai lu cette conférence, je ne sais pas vous si ça vous a fait la même chose en entendant ces anecdotes ou ces exemples malheureux, j'ai pensé immédiatement à l'équivalent. On a tous en tête, si vous voulez, ce genre de choses, mais généralement, vu que ça, si vous voulez, les horreurs se renouvellent au rythme de l'actualité, on oublie. La première chose à laquelle j'ai pensé, là, par exemple, en relisant la conférence pour préparer cette intervention, ce qui m'est venu, je ne sais pas pourquoi, comme une image, en fait, hein, littéralement, Camus disait « on ne pense que par image ». Il n'a pas tort sur ce point. C'est un tweet. Et un tweet que j'ai vu passer sur Twitter, le réseau social. C'était une jeune femme syrienne qui expliquait qu'elle avait une de ses camarades qui était en école de médecine, donc qui faisait des études de médecine, et qui s'est retrouvée avec le corps de son frère, qui avait disparu depuis 2 ou 3 ans, je crois. En plein cours, si vous voulez, d'autopsie, on lui a mis le corps de son frère, dont elle n'avait pas de nouvelles. Pour moi, ça me fait vraiment penser en fait à ce type de phénomène-là. Et pourtant, c'est un exemple, si vous voulez, mais c'est une illustration d'une réalité qu'il faut démultiplier par 1000, 10 000, 100 000. Voilà. Le problème, bien sûr, c'est qu'il est beaucoup plus facile de parler et de cerner l'équation, l'abstraction, que d'avoir littéralement ces 1000, 10 000, 100 000 cadavres sous les yeux. Là, c'est plus la même affaire. Donc, la crise de l'homme dont parle Camus, ici, c'est justement le moment où, si vous voulez, l'abstraction a gagné. Où on a des corps sous les yeux et ça fait plus rien. On a l'habitude, en fait, si vous voulez, quand on arrive à 1 million, est-ce que 2 millions, ça fait une différence ? Quand vous êtes dans la résistance, que vous voyez des gens abattus sous vos yeux tous les jours, est-ce que ça fait une différence d'en abattre un de plus ou vous-même de prendre les armes et d'en abattre un de plus ? Si vous voulez, quand vous avez torturé depuis 10 heures, est-ce qu'une 11e heure, est-ce qu'une dixième personne, ça va faire une différence ? Non. Il y a vraiment cette logique, en fait, où l'abstraction des raisons, des légitimations, prend le dessus sur, si vous voulez, ce que la conscience morale, en l'occurrence, pourrait venir nous dicter. Si ça vous intéresse, c'est un thème que Hannah Arendt, notamment, a développé de manière extrêmement forte. Alors déjà, bien sûr, à la fin de Eichmann à Jérusalem, vous savez, le moment où où elle conceptualise la notion de banalité du mal, où elle explique cette logique de comment fonctionne cette acclimatation du côté des nazis, qui se réfugient derrière l'idéologie, derrière les raisons, mais je n'ai fait qu'obéir aux ordres, tout ce que on leur a inculqué, qu'ils se sont eux-mêmes dictés pour ne pas avoir à réfléchir à ce qu'ils faisaient. C'est pas pour rien que Hannah Arendt, en lisant L'homme révolté d'Albert Camus, a trouvé que c'était le livre qui avait compris énormément de choses sur l'époque, à une époque où le reste des intellectuels français étaient quand même assez aveuglés, notamment sur ce qui se passait en URSS. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à lire Eichmann à Jérusalem, aussi le recueil de textes d'intervention d'Hannah Arendt sur la responsabilité. Je vous mettrai les références aussi sur le site de la chaire si ça vous intéresse. Responsabilité et jugement, c'est le titre du recueil. Et pour Camus, bien sûr, la crise de l'homme. Alors, qu'est-ce que ces images, qu'est-ce que ces expériences, ces événements permettent que le simple discours abstrait ne permettrait pas ? Eh bien, elles permettent, comme je vous le disais, de mettre un visage sur les statistiques. Si vous ne voyez pas vraiment à quoi ça renvoie, bien sûr, outre la théorisation du visage chez Lévinas, vous avez chez Camus aussi un texte, un extrait d'un livre qui s'intitule « Le témoin de la liberté », où il dit, en décrivant le mécanisme de la polémique qu'on étudiera un peu plus tard, « Celui que j'insulte, je ne vois plus la couleur de son regard, ni s'il lui arrive de sourire et de quelle manière. » En réalité, la logique de l'insulte et de la polémique, il la travaille à partir non pas de la petite polémique telle qu'on peut la voir aujourd'hui par médias interposés, mais la logique, si vous voulez, de lutte, de guerre idéologique entre les peuples, avec toutes les conséquences que ça peut impliquer. Il dit, lorsque par exemple vous pensez à la propagande de guerre, comment on prépare une guerre ? On ne peut pas préparer une guerre sans préparer d'abord les soldats à faire ce qui spontanément les révulserait, à abattre un homme qu'ils ont en face d'eux. Comment on fait ça ? On fait en sorte que l'homme qu'ils ont en face d'eux ne soit plus un homme. Donc en fait, la crise de l'homme, si vous voulez, elle intervient au moment où la tentative de déshumanisation, le travail de déshumanisation, s'est tellement infiltré dans les esprits
qu'il se fait spontanément. On n'a plus besoin d'avoir un matraquage, c'est quelque chose qu'on a intériorisé et qu'on fait spontanément. Parfois aussi simplement pour, si vous voulez, survivre. Parce que quand votre quotidien, c'est les bombes, les morts, la torture, etc., et il y a un moment où c'est presque un mécanisme de défense de l'esprit que de trouver des raisons à tout ça. De se dire, de trouver des manières de minimiser ou en tout cas de relativiser. Outre le fait, bien sûr, de donner un visage aux statistiques, il y a une deuxième dimension qu'il ne faut pas négliger, parce que sinon on fait un contresens, qui est que passer par l'image, passer par la réalité des événements, avec des personnes qui sont des individus, ça permet de prendre le recul et l'hésitation qui sont nécessaires à la réflexion. Il ne faudrait pas croire qu'ici Camus oppose la pensée à l'affect et qu'il dit que la pensée c'est l'abstraction et que du coup il vaut mieux ressentir les choses. C'est pas du tout comme ça en fait que la question se pose. Ce que Camus explique, c'est que le problème il intervient non pas quand on choisit l'affect plutôt que la pensée ou la pensée plutôt que l'affect, mais c'est quand on dissocie les deux. Quand on part du principe, par exemple, en l'occurrence, qu'on ne peut être que dans l'idéologie et que le reste, ce sont ce qu'on appelle des bons sentiments. On ne fait pas de la politique avec des bons sentiments. Ben oui, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est une formule qu'Hannah Arendt analyse dans une conférence pour rendre compte de l'idéologie soviétique. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ben, on ne fait pas de révolution sans casser des hommes, c'est comme ça. En réalité, le problème, il est là. Il est quand on veut séparer la pensée de l'affect ou ne faire que de l'affect. Parce que c'est pas mieux, si vous voulez, de ne faire que de l'affect. Si on réfléchit à la logique des populismes, il s'appuie beaucoup plus sur l'affect que sur la pensée. Donc c'est pas forcément une solution. Ce que Camus propose, ça n'est donc pas de renoncer à la pensée pour se plonger à corps perdu dans l'affect. Mais ce qu'il se propose, c'est de montrer le lien dialectique entre les deux et le fait que l'affect, mais au sens d'ancrage dans la réalité, le fait de ne pas littéralement de ne pas de ne pas se mettre au-dessus de la mêlée ou au-dessus du réel en se réfugiant derrière l'idéologie comme un bouclier, si vous voulez, cet affect est quelque chose qui peut provoquer le moment d'hésitation qui va faire se fissurer le bouclier idéologique pour que la réflexion puisse reprendre ses droits. Parce que ce qu'on décrit lorsqu'on parle d'idéologie ou de bouclier idéologique, ça n'est pas de la pensée en réalité. L'abstraction dont il est question, ça ne conduit pas à la pensée, mais à sa négation qui est le réflexe. L'idéologie, qu'est-ce que c'est ? La propagande, qu'est-ce que c'est ? Ça n'apprend pas à penser la propagande. Ça apprend à enregistrer un certain nombre d'idées qu'on va matraquer, parce que s'il s'agissait de penser, ce ne serait pas la peine de le répéter 100 fois, mais on va les matraquer de façon à ce que ça devienne un réflexe. Vous savez, de la même manière qu'on peut créer des réflexes corporels. Quand vous connaissez tous la manière dont Watson, lorsqu'il théorisait le behaviorisme, a fait une expérimentation, ou une expérience en l'occurrence, qui aujourd'hui serait impossible, lorsqu'il a voulu mettre en évidence la réalité, ou le fonctionnement des mécanismes de conditionnement négatif, avec un petit, je ne sais plus si c'était un rat ou un lapin blanc, et un enfant. Est-ce que vous vous souvenez de cette expérience ? Non ? Pareil, je vous mettrai le lien sur le site parce qu'elle est extrêmement intéressante. Bon, bien sûr, aujourd'hui, on ne pourrait pas, heureusement. On a un bébé qui doit avoir 1 an et demi. On lui apporte un petit, on va dire un lapin blanc, petit animal blanc. Et à chaque fois qu'on lui apporte l'animal blanc, on balance un bruit extrêmement violent. Et on fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la suite, qu'est-ce qui se passe ? Dès qu'on amène le petit animal, pas besoin d'avoir un bruit violent, il se met à pleurer. Parce qu'il associe les deux. Là, il ne pense plus, en fait, si vous voulez. C'est devenu un automatisme. La propagande fonctionne un petit peu de la même manière, même si c'est selon des combinaisons différentes. Mais c'est une façon de littéralement coloniser l'esprit de façon à en prendre possession et à le mettre, si vous voulez, en pilote automatique. C'est l'avantage, en fait, de l'idéologie au sens de propagande, c'est qu'on n'a plus besoin de penser, donc de prendre la responsabilité de ce qu'on pense. Les choses sont telles quelles, voilà. On se récite le même récit en boucle, il y a quelque chose presque d'incantatoire et de rassurant dans le fait de pouvoir se répéter, et pas simplement se les répéter à soi-même, mais se les répéter collectivement, ça aussi c'est important. Quand en plus l'idéologie, elle a pris le pouvoir, ben voilà, si tout le monde, ou en tout cas si même le pouvoir
il est l'illustration de cette idéologie, c'est que ça doit être vrai. Le poids de la force du nombre ici est important. Donc vraiment, ne pas confondre les deux. Hein. Ici, c'est justement la volonté de mettre entre parenthèses l'affect au nom d'un certain réalisme politique, disons, qui débouche non pas sur la victoire de la pensée, mais sur sa suppression. L'un ne va pas sans l'autre, si vous voulez. Donc, notamment, si vous jetez un coup d'œil à une autre conférence que Camus donnera 3 ans plus tard, en 1949, sous le titre « Le temps des meurtriers », il y a cette formule fondamentale, et je pense qu'il faut qu'on la travaille à nouveau aujourd'hui, notamment à l'ère du Brexit, hein, pour essayer d'en prendre la mesure. Il dit, pour l'Europe de son époque, qui n'est quand même pas la nôtre, « L'Europe ainsi souffre de meurtre et d'abstraction. Mon opinion est qu'il s'agit de la même maladie. » Oui, l'abstraction, le meurtre, pour lui, même maladie. Pas au sens où toute personne qui pense de manière abstraite est un meurtrier, mais au sens où lorsque on vit dans l'abstraction, c'est-à-dire détaché de l'affect, lorsque soi-même on se pense comme une abstraction, comme un communiste ou un démocrate, ou je sais pas quoi, et uniquement comme ça, à travers un prisme idéologique, et non plus comme une personne, et qu'on fait pareil pour les autres, un facho, j'ai pris l'exemple du facho, vous savez qu'à l'époque où écrit Camus, c'était un petit peu l'insulte en vogue, il y a eu droit lui, Orwell il y a eu droit aussi, voilà. À partir du moment où on range comme ça les individus dans des cases, et où soi-même on se range dans une case, au final, abattre un individu et écraser ou effacer une case, c'est pas pareil. Abattre une personne en la regardant droit dans les yeux, en la connaissant, en ayant ses enfants à côté, c'est pas pareil que de dire celui-là c'est un facho, il faut l'abattre pour le bien de la révolution. Donc, vous voyez, c'est dans cette logique-là en fait que Camus explique que le meurtre est l'abstraction au sens où l'abstraction quand elle est pure, si vous voulez, pas l'abstraction telle qu'elle peut être utilisée dans le domaine théorique, l'abstraction pure. Et donc, le problème de sa génération, qu'il appelle une génération intéressante, je trouve que la formule est assez belle, le problème de sa génération, dit-il, c'est que elle est entrée dans la contradiction. Essayons de donner forme, de comprendre cette contradiction un peu plus avant, pour comprendre ce qu'est cette crise existentielle derrière la crise de l'homme. On pourrait dire que la génération de Camus, et donc lui avec elle, a bravé les mises en garde que Descartes faisait dans le livre 3 du discours de la méthode. Troisième partie, du discours de la méthode. Volontairement, je cite Descartes, puisque Camus s'inscrit lui-même dans son sillage, dans L'homme révolté. Le fameux « je me révolte, donc nous sommes », il vient bien évidemment du « je pense, donc je suis », et il cite explicitement Descartes au moment où il essaye de théoriser un point d'Archimède, sur lequel on reviendra plus tard. Donc pourquoi je dis que la génération de Camus est entrée dans la contradiction? Parce qu'elle a bravé les mises en garde de Descartes. Dans la troisième partie du discours de la méthode, je l'ai pris en photo juste avant de partir. Hop, donc... Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est le moment où, notamment, Descartes élabore les maximes de sa morale par provision. Vous savez, c'est ce moment-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le petit paragraphe qu'il y a juste avant qu'il commence à lister les quelques maximes. Je vous le lis. « Et enfin, comme ce n'est pas assez, avant de commencer à rebâtir le logis où on demeure, que de l'abattre, et de faire provision de matériaux et d'architectes, ou s'exercer soi-même à l'architecture, et outre cela d'en avoir soigneusement tracé de dessins, mais qu'il faut aussi s'être pourvu de quelque autre où on puisse être logé commodément pendant le temps qu'on y travaillera, ainsi, afin que je ne demeurasse point irrésolu en mes actions pendant que la raison m'obligerait de l'être en mes jugements, et que je ne laissasse pas de vivre dès lors le plus heureusement que je pourrais, je me formais une morale par provision qui ne consistait qu'entre aux 4 maximes dont je veux bien vous faire part. Donc vous voyez ce qui est important ici, derrière la métaphore architecturale. Ce qui explique Descartes, c'est que, j'ai entrepris de passer l'ensemble de ce que je croyais être mes connaissances, ou de ce que j'appelais jusqu'à présent mes connaissances, au tamis du doute méthodique, pour voir s'il reste quelque chose, ou si tout finalement peut être révoqué en doute d'une manière ou d'une autre.
Or, ce qu'il précise ici, qu'il ne fait pas d'ailleurs dans les méditations métaphysiques, c'est pour ça que c'est important de ne pas négliger le discours de la méthode en se disant que c'est juste une version condensée des méditations. Dans le discours de la méthode, ce qu'il précise, c'est que c'est pour pouvoir, la condition de possibilité de ce travail épistémologique, théorique, finalement un travail de scepticisme, si vous voulez, mis en pratique de manière contrôlée. J'ai envie de dire presque scepticisme en laboratoire, si vous voulez. Il vous dit, je suis dans mon poil, tout va bien, j'ai 6 jours, tac, 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 c'est quand même très structuré. C'est pas un doute existentiel, si vous voulez, version romantique, c'est vraiment un doute qui est un doute intellectuel maîtrisé. Bon, il explique, pour pouvoir faire ça, il y a quand même une condition qui est absolument sine qua non, c'est qu'on peut pas faire la même chose sur le plan pratique. Parce que vous comprenez, si d'un côté, je prends ma maison théorique, ma maison des connaissances, que je l'abats en partant des fondations, et que du coup il ne reste plus rien, si je ne veux pas me retrouver sans logis, donc dans l'incapacité de vivre, en réalité, c'est ça que cache la métaphore, il faut que j'ai au moins un lieu où dormir, donc quelque chose à quoi me rattacher, d'où ces maximes de morale par provision, qui en réalité sont une façon de dire, et c'est très clair dans le moment où il explicite la métaphore, qui sont une façon de dire que on ne peut pas importer le doute méthodique cartésien dans le domaine pratique. C'est-à-dire que ce que Descartes fait avec la théorie, si vous le faites avec la pratique, on rentre dans l'impossibilité d'agir. Parce que pour agir, il faut des repères, même minimaux. Il faut au moins savoir pourquoi on agit. Il faut, si on parle même du quotidien, il faut quand même avoir un certain nombre de certitudes, parce que sinon, vous n'allez plus pouvoir faire grand-chose. Aller au travail, aller faire vos courses, rentrer chez vous. Est-ce que c'est vraiment chez moi, cet appartement ? Si vous voulez, c'est invivable, ce que ça serait. Or, justement, si vous y réfléchissez, le nihilisme qui caractérise la génération de Camus, c'est exactement ce qu'il produit. En fait, rien n'est certain, rien n'est vrai, rien n'est faux. Tout est relatif. Et puis, de toute façon, tout ce qu'on nous a inculqué comme des connaissances non plus théoriques, mais pratiques, la morale notamment. La morale, c'est une hypocrisie. Donc tous les principes pratiques ont été révoqués en doute, de la même manière que Descartes révoque en doute ses connaissances théoriques. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? On n'est plus tranquillement installé dans son poil, si vous voulez, en se disant « j'ai 6 jours pour résoudre le problème ». On se retrouve dans une situation où on ne sait plus quoi faire. Parce que d'un côté, on a les convictions théoriques, et de l'autre, on a notre corps qui se défend et qui refuse d'accepter le meurtre comme étant légitime. Voilà. Donc vraiment, si cette contradiction vous intéresse, je vous invite à lire ou relire Les Justes et à vous intéresser notamment au personnage de Kaliaïev. Aussi à celui de Stepan, parce que c'est pas le gentil contre le méchant. Camus ne fait jamais ça. Celui de Kaliaïev met vraiment en évidence cette contradiction qu'on a lorsque d'un côté, on comprend que le meurtre est inévitable et que de l'autre, on n'arrive pas à s'y résoudre. Au passage, autre texte beaucoup moins connu, mais qui est absolument fondamental pour comprendre ça, Les Lettres à un ami allemand de Camus. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est un dialogue en l'occurrence, donc c'est pas juste Camus qui parle, il crée un dialogue entre lui et un destinataire fictif, et il y a un passage très important où il explique le mécanisme de pensée, le moment en fait d'hésitation, le fameux doute, la fameuse hésitation qui permet la réflexion dont je vous ai parlé. Il dit on a pris le temps de la réflexion, comment peut-on faire pour entrer dans cette guerre, même si on ne l'a pas choisie, et donc vous tuer si c'est nécessaire, sans devenir comme vous ? Comment, si j'ose dire, tuer sans être un meurtrier avec un grand M, sans accepter en fait cette étiquette-là. D'où l'image bizarre, qui peut paraître oxymorique au premier abord, qu'on trouve dans La Peste, lorsqu'un des personnages dit « j'essaie d'être un meurtrier innocent ». C'est étrange, et pourtant c'est exactement, cet oxymore, c'est exactement ce moment de réflexion et cette volonté de nuance qu'il exprime. Donc si ce constat général est clair pour tout le monde, je vais passer rapidement sur les symptômes de cette maladie, cette crise de l'homme que Camus évoque. Donc quels sont les symptômes ? Comment peut-on reconnaître qu'il y a une crise de l'homme ? Le premier symptôme qu'il évoque est un symptôme qui, je pense, alors je ne suis pas médecin, donc je parle sous l'autorité de personnes qui s'y connaissent 1000 fois plus que moi, c'est ce qu'on pourrait appeler en fait un symptôme qui est non concluant, parce que c'est un invariant. Le premier symptôme, c'est la volonté de puissance. Alors attention, parce que
Comme je vous l'ai dit, Camus s'inscrit dans un héritage nietzschéen, mais il a aussi bien conscience du fait que le Nietzsche de son époque, notamment le Nietzsche revisité par les nazis, n'est pas le Nietzsche dans lequel il s'est reconnu, pour des raisons évidentes. Alors, je ne vous fais pas l'histoire l'histoire éditoriale de l'œuvre de Nietzsche, notamment de sa récupération par sa sœur. Ça, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est de comprendre que lorsqu'il parle de volonté de puissance ici, c'est pas au sens positif de volonté créatrice, mais c'est vraiment la volonté de puissance qui est telle que revue, revisitée et donc complètement dénaturée par le régime nazi. La volonté de puissance, quand je dis que c'est un invariant, c'est parce que peu importe les formes qu'elle peut prendre, on la retrouve à toutes les époques et sous divers masques. Par exemple, la volonté de puissance, elle peut être politique. Les régimes autoritaires ou dictatoriaux, on n'a pas attendu la Seconde Guerre mondiale et le XXe siècle pour en avoir. Ça peut être aussi une volonté idéologique. De la même manière, si on pense au racisme, au sexisme, à l'homophobie, qui tous peuvent déboucher sur une idéologie suprémaciste, on n'a pas attendu le XXe siècle pour qu'elles existent, même si au XXe siècle, elles se sont théorisées d'une manière et donc aussi traduites par des actes de masse d'une manière qui n'avait jamais été faite jusqu'à présent. Et surtout, l'idée qu'il y a derrière cette volonté de puissance, c'est l'idée de s'affirmer comme norme et donc de s'affirmer comme étalon du bien ou du légitime en écrasant l'autre, en écrasant ou en supprimant même celui qui ne rentre pas dans cet étalon-là. Cette volonté de puissance, je pense qu'on sera d'accord, c'est pas propre à l'époque de Camus, mais c'est un élément quand même qu'on trouve peut-être avec une acuité particulière. Si on doit trouver une spécificité dans son époque, ça serait plus une question de degré qu'une question de nature. Deuxième symptôme qui là devient un peu plus précis, c'est ce que Camus appelle le remplacement de l'homme réel par l'homme politique et historique. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Il entend, donc remplacement de l'homme réel par l'homme politique et historique, il entend ce qu'on a dit tout à l'heure, mais plutôt en se plaçant sur le plan de l'image, à savoir le moment où les êtres de chair sont remplacés par des silhouettes. Je vous citais tout à l'heure la conférence de 49, Le temps des meurtriers. Le passage dont je vous parlais, il se termine par cette formule qui est glaçante, qui est devenu aux trois quarts aveugle par la grâce de la polémique, nous ne vivons plus parmi les hommes, mais dans un monde de silhouettes. Il n'y a plus des hommes, des individus de chair, mais des silhouettes, c'est-à-dire ce que j'ai caractérisé tout à l'heure sous l'appellation de cases ou d'étiquettes. Voilà, on a les gentils, les méchants, on a les dominants, les dominés, on a les fachos et les progressistes ou les fachos et les révolutionnaires. Voilà. C'est à partir de là, on a la substitution de l'homme abstrait, donc de la catégorie, à ce qu'elle est censée renfermer, si vous voulez. C'est comme si finalement on avait des bocaux, pour reprendre l'image que prend Bergson dans le passage très connu du Rire, où il décrit les mots comme des étiquettes qu'on colle sur les choses. Il dit « Nous n'avons pas accès aux choses, nous ne voyons pas les choses, mais nous voyons les étiquettes que l'on colle sur elles. » En réalité, c'est le fonctionnement du langage. Mais là, c'est un fonctionnement, si vous voulez, qui a atteint un degré d'abstraction parfaitement pathologique. Ce qui se passe dans le cas que décrit Camus, c'est plus des bocaux dans lesquels on range des réalités de chair, parce que là, on aurait quand même encore des réalités de chair. Ce sont des bocaux qui, en fait, se transforment en volcans ou si vous voulez, en vide. Vous jetez les gens à l'intérieur et il ne reste plus rien. Voilà. Donc, ça, c'est pour le troisième symptôme. Et il est vrai que si on regarde le fonctionnement des idéologies à son époque, c'est un symptôme qui est quand même assez caractéristique. Troisième symptôme sur lequel je vais m'arrêter plus en détail, parce que c'est le dernier et pour moi le plus important, c'est celui dont on parlait un petit peu en évoquant le précédent, à savoir le règne des abstractions et de la fatalité. Il ne faut pas oublier la fatalité. Je cite Camus. « Ce sont les idées autant que les industriels qui tuent aujourd'hui les hommes. » Alors, on a envie de dire, c'était déjà le cas avant. Ce sont les idées autant que les industriels qui tuent aujourd'hui les hommes. Aujourd'hui comme hier, on pourrait ajouter, parce que ça n'est pas nouveau au XXe siècle de tuer au nom d'une idée. On peut penser, par exemple, mais on pourrait en prendre plein d'autres, aux guerres de religion, ou même à l'esclavage, à la colonisation.
on a tué au nom des idées, depuis bien avant le XXe siècle. Là encore, il y a eu une systématisation particulière au XXe siècle qui fait que Camus retient ce symptôme comme étant particulièrement important. Mais par contre, ce qu'on pourrait mettre en évidence quand même, c'est, au-delà donc de ce constat, c'est qu'il y a de manière récurrente, et encore aujourd'hui, c'est pour vous dire à quel point on n'a pas trop fait de chemin sur ce plan depuis que Camus a écrit cette conférence, cette invariance, ou ce problème récurrent, c'est celui de la sous-estimation du pouvoir des mots. Si vous voulez, encore aujourd'hui, vous devez probablement vous en apercevoir, il ne se passe pas un jour sans que les journaux ou les médias en général se fassent l'écho d'une polémique qui a éclaté généralement sur les réseaux sociaux, encore plus généralement sur Twitter, parce que c'est littéralement une usine à buzz, une usine à polémique qui tourne mal. Et quand je dis qu'elle tourne mal, je ne parle pas de petites guéguerres qui finalement sont sans conséquence, je parle par exemple de ce qui s'est passé avec la jeune Mila, où vous vous retrouvez avec une jeune fille de 16 ans qui est sous protection policière, qui est déscolarisée. C'est des vraies conséquences, si vous voulez. Le problème dans cette logique qui consiste à dire c'est bon, c'est les réseaux sociaux, c'est que des mots, c'est la liberté de parole, ça a démocratisé l'accès à la parole, c'est une très bonne chose. D'un côté, oui, on le verra un peu plus dans une intervention ultérieure, ça permet à beaucoup plus de gens d'avoir accès à la parole publique. Et en même temps, il y a le côté négatif qui est que c'est pas parce qu'on a accès à la parole publique qu'on la prend forcément de la bonne façon. Ou on se lâche complètement en prenant appui sur l'anonymat ou sur le pseudonymat qui permet de ne pas, en tout cas de s'imaginer qu'on n'est pas responsable des conséquences de nos paroles. En réalité, c'est faux, puisque vous savez que lorsque vous commettez une infraction sur Twitter, vous pouvez vous retrouver au tribunal parce qu'on peut retrouver votre adresse IP. C'est nouveau, mais ça montre quand même le lien entre les deux. Bon, pourquoi c'est un problème de sous-estimer le pouvoir des mots ? À la fois parce que, pour le meilleur, les mots peuvent guérir. Une discussion avec un ami, ou même, on est quand même dans un cadre qui le prouve, une thérapie qui passe par la parole, ça peut guérir. Donc, si ça, c'est pas démontrer le pouvoir des mots, je ne sais pas ce qu'il faut. Mais de la même manière, ça peut tuer. Je parlais de polémique, mais je ne veux pas, je veux en camusienne appeler les choses par leur nom. Ça va au-delà de la polémique. Ce qu'on appelle le cyberharcèlement, c'est un problème de société massif. Aux États-Unis, on s'en est peut-être déjà rendu compte un peu plus tôt et de manière un peu plus précise. Espérons qu'il en ira de même chez nous, puisque le même problème se pose et avec les mêmes conséquences. On a des jeunes personnes qui, à 12, 13, 14 ans, se suicident suite à un cyberharcèlement. Pour vous suicider à 12, 13, 14 ans, faut quand même, si vous voulez, qu'il se soit passé quelque chose avec ces fameux mots qui ne sont que des mots. Et bien sûr, c'est passé, là encore, par les réseaux sociaux. Donc bien sûr, ça pose d'autres problèmes aussi, sur la question de l'accès des jeunes aux réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut contrôler, est-ce qu'il ne faut pas contrôler, est-ce qu'il doit y avoir un âge premier ou autre. Je précise que ce genre de conséquences arrive bien sûr plus massivement chez les jeunes esprits, mais ça peut aussi arriver chez une personne adulte. Une personne qui est fragilisée, si elle subit un cyberharcèlement avec menace de mort ou qu'elle retrouve des gens, comme c'est arrivé plusieurs fois en bas de chez elle, qui l'attendent, ça peut très mal finir. Donc, ne pas minimiser le pouvoir des mots, que ce soit en bien ou en mal. De la même manière, je disais qu'ils ont un pouvoir de guérir comme de tuer. Ils ont aussi, pour filer la métaphore, un pouvoir de rassembler comme un pouvoir de diviser. Les mots, grâce aux mots, et là encore, les mêmes réseaux sociaux aujourd'hui en sont la preuve. On peut faire des pétitions, Camus en a signé énormément. On peut créer des mouvements, on peut rassembler des gens. Vous savez, le fameux hashtag qu'on utilise beaucoup, par exemple, sur Twitter, ça peut faire rire, parfois c'est un peu artificiel, voire un peu commercial selon l'usage, mais c'est aussi un puissant instrument de rassemblement. Avec un simple petit mot, mot dièse, comme on les appelle joliment en français, on peut avoir des gens qui se rassemblent par milliers ou par millions aux quatre coins de la planète, avec des déclinaisons dans toutes les langues, si vous voulez. C'est quand même important. Si on prend l'exemple du mouvement MeToo, ou Balance ton porc, il a été décliné jusqu'au Japon. Donc vraiment, c'est grâce à ce petit hashtag qui a été adapté dans la langue du pays. Vraiment, le pouvoir de rassemblement n'est pas à négliger, et en même temps de diviser, parce qu'on n'a pour le moment pas fait mieux que les idéologies pour créer des divisions, en fait.
les idéologies avec l'idée que, il y a telle case, telle case, telle case, et soit on rentre dans la case, soit on rentre dans la case ami, soit on rentre dans la case ennemi, si vous voulez. Parce que grosso modo, ça se réduit quand même à ça. Donc, le problème du rapport au mot est fondamental pour Camus. Et j'irai même plus loin, puisque ce que Camus fait ici, c'est un travail peut-être de précision par rapport à une certaine conception de la pensée marxiste. Je ne dis pas par rapport au marxisme, parce que ça ne veut rien dire. Vu la manière dont il a été lu de 1000 façons différentes, il faut préciser à quoi on fait référence. Je fais référence à une certaine lecture du marxisme qui a tendance à minimiser l'aspect idéologique au prétexte qu'il a pris trop de place pendant trop longtemps, pour se focaliser sur les structures, si vous voulez. En l'occurrence, l'économie. L'économie, c'est plus important, c'est plus fondamental que l'idéologie. En réalité, dans l'optique qui nous intéresse, il ne faut quand même pas oublier que d'un certain point de vue, lorsqu'on parle d'une crise de l'homme et de ce qui la provoque, en l'occurrence la terreur, la légitimation du meurtre, l'idée est première. Si le sujet vous intéresse, je ne peux que trop vous recommander le livre de l'historien Jacques Semelin, qui s'intitule « Purifier et détruire », qui est un livre dans lequel il se penche sur les grands génocides de l'histoire, notamment bien sûr le génocide juif, le génocide des Tutsis au Rwanda, aussi le nettoyage ethnique en ex-Yougoslavie, et d'autres. Il parle du Cambodge, donc vraiment il a un échantillon qui est quand même assez important. Et ce qu'il essaye de montrer dans son analyse, c'est que chacun de ces génocides a été précédé par une préparation idéologique de la population. Autrement dit, ça aurait été impossible de tuer, et de tuer à une telle échelle, avec une telle mécanique en fait, imparable, si on n'avait pas d'abord acclimaté la population à ce qu'on allait faire, de manière à ce qu'elle puisse se prêter à l'œuvre. Parce que concrètement, on ne peut pas faire un génocide, par exemple, pour prendre l'exemple du génocide des nazis, enfin des juifs par les nazis. On peut pas tuer 6 millions de personnes quand on est 3 ou 4, j'exagère, mais grosso modo c'est quand même l'idée, fanatiques à exercer l'œuvre. Il faut qu'on ait quand même une société qui y participe, soit activement, soit passivement, en ne faisant rien pour l'empêcher. Bon, mais ça se prépare. Si vous voulez faire en sorte, par exemple, qu'il n'y ait pas trop de résistance, il faut préparer, il faut l'anticiper. Donc, l'idée, de ce point de vue-là, est première. Elle prépare les actes, et c'est un thème qu'on retrouve notamment dans un autre registre, mais je pense qu'il faudrait, de ce point de vue-là, l'élargir, dans le concept de continuum des violences. Est-ce que c'est un concept avec lequel vous êtes familier ? Je ne sais pas. Le continuum des violences, c'est un concept qu'on utilise beaucoup dans les travaux féministes, pour expliquer l'idée que, si vous voulez, le viol ne tombe pas de nulle part, et que pour en arriver à une société qui, et on s'en est rendu compte récemment encore, finalement légitime, ne serait-ce que par son silence, le viol, il faut quand même une préparation de la même manière qui passe par des petites choses qui peut-être peuvent sembler anodines, mais qui, lorsqu'elles s'additionnent, finissent par préparer le terrain ou baisser le pont-levis pour les grandes. Les petites horreurs ou les petites attaques, y compris verbales, peuvent préparer les esprits à tolérer un certain nombre de choses. Si des propos sexistes, c'est pas si grave, une main aux fesses et la grivoiserie à la française. Bon, c'est bon, ça va pas te tuer. Bon, ok, il t'a embrassé sans ta volonté, mais tu vas pas en mourir. Puis bon, c'est plutôt valorisant. Ça veut dire que ce genre de propos, en fait. Ou alors oui, bon d'accord, c'est grave. Même pour vous dire à quel point ça arrive jusqu'au viol. Bon d'accord, c'est grave, mais en même temps, vous êtes dans la rue en pleine nuit, vous êtes habillé comme ça. Aujourd'hui encore, le genre de discours qu'on retrouve. Bon, je pense que cette notion, ce concept de continuum des violences, on gagnerait à ne pas simplement l'utiliser dans les études féministes comme on le fait, et c'est très bien, mais à le généraliser de manière beaucoup plus intensive dans l'ensemble des domaines de l'existence humaine, et notamment le domaine politique, parce que ça fonctionne exactement de la même manière. Il y a un continuum des violences, notamment dans le domaine ici idéologique. Petit à petit, si vous tolérez les propos antisémites dans les journaux, puis les tags antisémites, puis, oui, je ne vais pas vous refaire l'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi, au final, le reste, ça devient la conséquence logique de l'élément précédent. C'est le principe même c'est pour ça que je parlais d'acclimatation, pensez au poisson rouge que vous venez d'acheter.
Si vous le sortez de son sac avec de l'eau et que vous le jetez directement dans l'aquarium, il risque de ne pas survivre. Pourquoi? Parce que s'il y a une différence de température trop importante, il meurt. De la même manière, l'acclimatation idéologique fonctionne comme ça. Si d'emblée, vous arrivez avec Mein Kampf en expliquant aux gens que demain, imaginez en 1933, demain, on va abattre des juifs, je suis pas sûre que ça passe très bien. Mais ça se prépare. Par contre, si vous commencez par développer, par instiller l'idée que quand même les juifs, on les retrouve toujours aux manettes du pouvoir, puis qu'en plus ils sont sournois, comme par hasard, ils maîtrisent les banques, c'est pas pour rien, quand on maîtrise la finance, on maîtrise le monde. Vous commencez par vraiment inscrire cette peur dans l'esprit des gens, et ben, au final, si vous avez bien planté la graine et que vous l'arrosez régulièrement, vous allez aboutir à, sinon la légitimation, l'adhésion idéologique, du moins la tolérance par le silence au génocide qui est en train de se produire. Très clairement, les historiens l'ont montré, il y avait beaucoup de gens qui sentaient bien qu'il y avait quelque chose de louche qui se passait, notamment en Pologne, parce que la fumée, elle arrivait dans les villages. Et ils n'ont pas voulu se poser plus de questions parce que de toute façon c'était quotidien et que eux à leur petit niveau individuel, voilà. Et puis de toute façon c'est vrai que les juifs quand même, regardez ce qui se passe en ce moment, hein, je parle de la Pologne d'avant, mais vous avez entendu ce qui s'est passé avec les fameux les panneaux gay free. Je le dis en anglais parce que je ne parle pas le polonais. Non, vous n'avez pas vu? Les villes allemandes qui sont en train de faire un petit jeu, un petit concours de... qui sera le premier à se déclarer, comme on disait, Judenfrei en fait. Il n'y a pas de juifs ici, on s'est complètement purifié. La Pologne, donc c'est quand même pas n'importe quel pays, est en train de faire la même chose avec les homosexuels. Vous avez des gens qui prennent en photo, comme ça, avec un poing en l'air, côté d'un panneau qui est un panneau avec le nom d'un village, et puis en dessous il y a écrit, dans un panneau qui a été fait par la municipalité ou par la ville ou le village, il n'y a pas de gays ici, on s'est purifié. On est en 2020, voilà. Si vous savez ce qui se passe en Tchétchénie, vous savez ce qui peut se passer en Pologne. Je ne parle même pas de ce qui se passe concernant les juifs là-bas. On a quelque chose qui est du même degré. Donc voilà le problème, si vous voulez. Le problème aussi, c'est que dans le flot permanent des informations, des événements, puis surtout des polémiques stériles qui ont tendance à prendre beaucoup plus de poids médiatique que ce qu'elles méritent vraiment, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dessous en fait? Il se passe ça, par exemple, vous voyez, je pense que certains d'entre vous ne l'avez pas entendu. Il se passe plein de choses aussi en Syrie. On en a parlé, on s'en est collectivement indignés et attristés au moment d'un bombardement particulièrement violent. Mais ça continue, hein. Ça continue chaque jour. Et les Syriens désespèrent de pouvoir médiatiser leur calvaire de manière à ce qu'il se passe quelque chose. Mais on ne le médiatise pas plus que ça. On l'a fait une fois. Voilà. Et je ne vais pas vous faire l'ensemble de ce qui se passe dans le monde parce que sinon on va tous sortir avec un mouchoir. Mais c'est pas le but. C'est vraiment pour vous montrer que derrière qu'il faut vraiment tordre le cou à ce gimmick qui consiste à dire les paroles ne sont pas des actes, c'est bon, des paroles ça ne tue pas non plus, il faut hiérarchiser, faut quand même relativiser. Le relativisme en l'occurrence il conduit à ça. Ça commence par des mots, mais au moment où on va commencer avec les actes, il sera trop tard. C'est le principe. On y reviendra plus en détail si ça vous intéresse. Je crois que c'est la prochaine séance d'ailleurs, lorsqu'on travaillera sur la peste de Camus, pour penser ça justement, ce que Camus appelle dans le roman les petits pestiférés, et qui en réalité c'est nous. La manière dont on s'acclimate tellement à une peste qu'au final on a besoin de voir arriver les rats, donc le spectaculaire, les bombardements, pour se rendre compte qu'il y a une peste en fait. C'est-à-dire quand c'est trop tard, puisque lorsque les rats commencent à arriver, ils ont déjà la peste en eux et là, si vous voulez, la maladie va suivre son cours. Alors, maintenant qu'on a abordé un petit peu en détail les symptômes, essayons de voir quels sont les remèdes que Camus propose. Parce que je vous ai peut-être fait peur, il y a des remèdes et ils sont extrêmement stimulants. Donc, je vous les soumets. Le premier remède, il y en a 6. Mais il y a plus de remèdes déjà que de symptômes. C'est un point positif. Le premier remède, qui est peut-être le plus important pour Camus, puisque si vous voulez, c'est presque une obsession, mais positive, qui revient dans toutes ses œuvres, c'est ce qu'il appelle « appeler les choses par leur nom ». Voilà. Il faut appeler les choses par leur nom. Notamment dans la crise de l'homme, le passage qui traduit cette idée ou qui met en évidence ce remède, c'est le suivant. Hop. Il dit « Appeler les choses par leur nom et bien nous rendre compte que nous tuons des millions d'hommes chaque fois que nous consentons à penser certaines pensées. On ne pense pas mal parce qu'on est un meurtrier,
on est un meurtrier parce qu'on pense mal. C'est ainsi qu'on peut être un meurtrier sans avoir jamais tué apparemment. Et c'est ainsi que, plus ou moins, nous sommes tous des meurtriers. Donc ça, c'est une formule quand même qui est assez forte. L'idée étant que, à partir du moment où on pense certaines pensées, c'est-à-dire à partir du moment où on arrive à légitimer le meurtre, on est un meurtrier. Parce qu'après tout, quelle est la différence entre celui qui légitime et celui qui passe à l'acte ? Peut-être que l'un est moins cohérent que l'autre, en fait. C'est horrible à dire, mais il y en a un qui, si j'ose dire, pardonnez mon langage, n'a que de la gueule, et puis à l'autre qui est un meurtrier, mais qui, pour le coup, si vous voulez, est cohérent dans son mode d'être. Parce qu'à la fois, il pense quelque chose et il en tire les conclusions. Là où, comme disait Camus en parlant méchamment de certains, là où il disait qu'il en avait marre de recevoir des leçons de la part de gens qui n'ont jamais placé que leur fauteuil dans le sens de l'histoire. Il dit, vous, c'est bien joli d'écrire des textes pour justifier de la mise à mort d'un Européen, du coup de qui il parle, pour justifier la mise à mort ou le terrorisme aveugle, etc. N'empêche que vous l'écrivez confortablement installé dans votre bureau parisien. Et en attendant, moi, ayant participé à la résistance, certes pas armée, mais ayant vu ce que ça donnait, puisque Camus était le meilleur ami de René Char, je sais ce que c'est, en fait, concrètement, de prendre une vie humaine. Et la manière dont vous en parlez, de façon totalement légère, comme si c'était une équation, ça me fait rire, parce que si on vous mettait, comme il le dit dans sa seconde réponse à Dacier de la Vigerie, si on vous mettait entre les mains les fusils de l'exécution, je pense que là on verrait vraiment la puissance de votre théorie, si vous voulez. C'est pas la même chose de tuer avec un stylo et de tuer avec une arme, n'empêche qu'on tue quand même avec un stylo. Que les théories qui ont été utilisées ou instrumentalisées pour justifier le meurtre, elles ont été écrites avec un stylo. Ça a été théorisé. Je vous le disais tout à l'heure, pour parler de l'hitlérisme, Hitler s'est inspiré de choses qui ont été théorisées. Pas simplement des actions, mais aussi des textes. Il a repris des textes. Ça pourrait être exactement la même chose pour n'importe lequel des génocides ou des massacres historiques qu'on a pu évoquer. Donc, appeler les choses par leur nom, ça implique notamment de faire très attention aux phénomènes auxquels j'ai fait allusion sans le dire, qui est ce que j'appelle l'euphémisation. L'un des fléaux à saisir dans ce cadre-là, et encore aujourd'hui, j'insiste, c'est la tendance et même la manie qu'on a d'euphémiser le réel par les mots. C'est-à-dire si vous voulez, je vais prendre une image qui peut vous paraître bizarre, mais moi c'est ce que ça m'inspire. C'est un peu comme vouloir faire entrer une femme qui fait du 42 dans un 36, en fait, ou un homme d'ailleurs. Des fois, vous avez tendance à vouloir vous imposer ce genre de choses parce que vous imaginez que la société vous préférera comme ça. Ben, de la même manière, c'est une façon de vouloir faire rentrer un meurtre conjugal dans un drame romantique. Oui. Fameuse manière, et notamment, alors les journaux commencent un petit peu, ça commence progressivement, mais ça prend du temps à rentrer. Mais si vous voulez, cette thématique de romantisation du meurtre, elle a la vie dure. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous parlez du meurtre conjugal en ces termes, vous participez au maintien dans la société d'une certaine vision du meurtre, en l'occurrence. Et donc, potentiellement, vous pouvez laisser intégrer à certains hommes violents l'idée que, en un sens, les victimes, c'est un peu elles aussi quand même, qu'elles n'auraient pas fait ça si. Vous voyez, cette manière de mettre en scène le meurtre qui favorise sa reproduction. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Quand on euphémise, quand par exemple on utilise une version plus light ou plus jolie aussi, plus littéraire, plus romantique, pour décrire une réalité sanglante, en fait on prépare le meurtre. Si par contre vous avez un langage qui est extrêmement clinique, un homme ou un homme abat sa femme avec description détaillée de ce qui s'est passé, là on pourra faire rentrer dans les esprits la réalité qui se joue derrière, et pas simplement l'imaginaire romantique dont on sait très bien d'où il vient, en l'occurrence dans ce cas précis. Donc ça, c'est pour le premier remède. Le deuxième remède auquel il fait référence, c'est la nécessité de sortir de la terreur, parce que la terreur empêche la pensée.
C'est une formule qu'on retrouve dans une autre conférence, encore dans une conférence de 1948 qui s'intitule « Le siècle de la peur », qui est très importante aussi. Il dit « Un homme qu'on ne peut persuader est un homme qui fait peur ». Alors, un homme qu'on ne peut persuader est un homme qui fait peur, ça ne veut pas dire « si tu n'es pas d'accord avec moi, tu fais peur », et c'est la terreur, ça veut dire un homme qui ne peut pas être persuadé parce qu'il ne raisonne plus, en fait, il ne pense plus. C'est une machine qui récite un catéchisme idéologique, et donc on ne peut pas persuader parce que de toute façon, quoi qu'on lui dise, y compris si on met en évidence les contradictions fondamentales de son discours et de ses actes, il va répéter en boucle sans la penser vraiment, disons la litanie qu'on lui a apprise. Le problème, c'est que des hommes comme ça, et Camus a été entouré d'hommes comme ça, des hommes suridéologisés, capables de tuer, mais sans avoir le tremblement qu'aurait un résistant qui se rend compte de ce qu'il est en train de faire, des hommes qui sont capables de faire ça, on les comptait par milliers, par dizaines de milliers. Des hommes qui sont capables, en fait, finalement, de s'arracher au monde de la chair pour se noyer intégralement, pour finalement se fondre, au sens de se dissoudre, comme dans de l'acide, dans le monde de l'abstraction. Il en a vu plein autour de lui, il a vu ce que ça pouvait donner. Donc, important de faire attention à... Il est important de faire attention à cette logique de terreur, qui d'ailleurs n'est pas forcément, parce que Camus pense bien sûr à la terreur, il écrit en 1946. Je vous invite, ou je vous propose de vous poser cette question, est-ce que la terreur commence forcément avec un grand T ? Est-ce que la terreur, c'est forcément la terreur en France ? Est-ce que c'est forcément les têtes qui tombent ? Est-ce que c'est forcément ce qui s'est passé en URSS, les camps, les purifications politiques, etc. Ou est-ce que ça peut commencer avant la terreur par, de la même manière qu'on a parlé de continuum des violences, par quelque chose qui peut progressivement le préparer ? Par exemple, la question, parce que c'est vraiment une question pour le coup, je travaille moi-même là-dessus en ce moment, est-ce que avant la peur, il n'y a pas l'intimidation ? Parce que vous voyez, l'intimidation, c'est un phénomène et un outil, plus encore qu'un phénomène, qui est extrêmement exploité aujourd'hui si vous voulez, pour le coup, ce qui est intéressant avec ce phénomène, c'est que c'est pas le jouet d'un camp, des deux côtés, ou des trois côtés, ou quels que soient les camps en place, et quels que soient les sujets abordés, quelles que soient les luttes et les enjeux qui se jouent, on a cette tendance à, si vous voulez, essayer d'intimider, plutôt que de raisonner ou d'argumenter, intimider. Aller taper là où ça fait mal, ou essayer de trouver une manière de clouer le bec à l'interlocuteur avant même qu'il ait eu le temps de répondre. Bon, est-ce que ça, c'est pas une manière en fait de préparer progressivement la peur qui elle-même peut préparer la terreur ? Je vous rappelle que le texte dont je vous parlais sur le mécanisme de la polémique, il se trouve là. On le trouve au moment où Camus parle de la terreur. Donc, ça mérite au moins qu'on se pose la question, pourquoi fait-il un lien entre la polémique et la terreur ? En n'oubliant pas que polémique doit son nom à polémos, donc à la guerre, si vous voulez, et que lorsque la polémique au sens camusien, pas au sens courant du terme, mais au sens vraiment de contraire du dialogue, contraire du débat argumenté, lorsque la polémique règne, si vous voulez, lorsque du coup on arrive à se déshumaniser, à se réduire à telle ou telle case pour mieux intimider l'autre, est-ce que finalement on n'est pas en train de produire exactement la même logique, mais à un degré moindre, que celle qui ensuite, poussée à son paroxysme, pourra donner la terreur ? Je pense que si vraiment on veut s'interroger sérieusement sur la notion de continuum des violences, c'est une question qui aujourd'hui encore mérite d'être posée. Donc je la pose juste comme ça. Vous me direz si vos impressions sont sujets et si vous voulez en savoir un peu plus. Le troisième remède consiste à remettre la politique à sa place secondaire. Alors attention, il ne faut pas mal comprendre ça. Il n'est pas en train de dépolitiser le réel pour le repolitiser au profit de l'oppresseur, comme l'a dit il n'y a pas très longtemps Adèle Haenel dans une interview. Ce n'est pas une question de dépolitiser ou de dépolitisation. Ce qu'il explique, c'est qu'on doit arrêter de demander au politique quelque chose qui n'est pas son rôle, en fait. Le politique, il a un rôle, et le problème, c'est qu'il ne le joue pas toujours pleinement. Mais ce qui est encore plus problématique, c'est quand on essaie de lui faire jouer un rôle qui n'est pas le sien, et donc, avec les conséquences qu'on imagine. En l'occurrence, ce à quoi Camus fait référence lorsqu'il dit ça, lorsqu'il demande de remettre la politique à sa juste place, il dit que
Attendez, je retrouve le passage. Voilà. Le rôle de la politique est de faire le ménage et non pas de régler nos problèmes intérieurs. J'ignore pour moi s'il existe un absolu, mais je sais qu'il n'est pas de l'ordre politique. L'absolu n'est pas l'affaire de tous, il est l'affaire de chacun. Vous voyez ? Cette image que je trouve assez parlante, le rôle de la politique, c'est de faire le ménage, pas de régler nos problèmes intérieurs. Cette image de faire le ménage, c'est une image bien sûr un petit peu provocante, mais volontairement. Le plus important ici, c'est la notion d'absolu, en fait. Quand Camus dit que le rôle de la politique, c'est pas de régler les questions qui ont trait à l'absolu, ça c'est de l'ordre, non pas l'affaire de tous, c'est-à-dire du collectif de la société, mais l'affaire de chacun, donc une affaire qui se joue dans le fort intérieur de chacun. Là, il fait référence au fait que les idéologies qui ont pris le pouvoir à son époque étaient des idéologies qui avaient une dimension messianique, qui promettaient quelque chose, qui promettaient de régler un problème. En l'occurrence, la dimension messianique d'un certain marxisme tel que se l'est réapproprié l'idéologie soviétique. Qu'est-ce qu'on trouve derrière ? On trouve, il en parle dans L'Homme révolté, on trouve l'idée que tous les sacrifices sont justifiés parce qu'au bout, il y aura la société sans classe et l'injustice aura disparu. Vous savez, c'est un petit peu le fantasme de Caligula dans la pièce du même titre, lorsque Caligula dit « Je prends en charge un monde où l'impossible est roi ». C'est l'idée où, comme il dit juste avant, les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Voilà les deux plaies de l'humanité. Moi, je propose en fait de les supprimer et de faire en sorte d'avenir un monde où la justice aura été établie de manière absolue. Voilà. Donc, j'ai pris cet exemple-là, mais on pourra en prendre d'autres. Pour Camus, l'absolu, dès lors que la politique en fait s'empare de l'absolu, elle donne au pouvoir et même plus précisément à la violence la force de l'absolu, et donc plutôt que de simples meurtres individuels, ça donne des meurtres de masse en fait. En gros, l'image en fait c'est ça. À un problème absolu, il faut des mesures absolues. Donc si vous promettez de résoudre le problème absolu, celui de l'injustice par exemple, effectivement, s'il faut qu'il y ait quelques dommages collatéraux dans le processus, on fait ce qu'il faut. Donc sortir de la terreur, remettre le politique à sa place secondaire. Ensuite, l'autre remède important, d'ailleurs j'ai dit n'importe quoi, c'est pas 6, c'est 5. J'ai été optimiste. Le quatrième remède, ça consiste à, là encore, on retrouve Nietzsche, créer des valeurs nouvelles. Camus dit que la quatrième chose à faire est de rechercher et de créer à partir de la négation les valeurs positives qui permettront de concilier une pensée pessimiste et une action optimiste. C'est là le travail des philosophes. Merci. Voilà, donc on n'a pas eu la part du lion sur ce coup parce qu'effectivement c'est pas le plus facile, mais ce qui est important c'est de noter, il dit bien reconstruire à partir de la négation. Ce que Camus propose, contrairement à ce que d'autres ont pu faire au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas essayer de réanimer de manière complètement, si vous voulez, artificielle, l'humanisme qui avait montré ses limites et même sa culpabilité dans ce qui s'est passé au moment de la guerre et même avant en fait, puisqu'ensuite on a relu l'histoire à ce prisme-là et on s'est rendu compte que quand même il était temps qu'on s'interroge sur la colonisation et tout ce qui s'en est suivi. Bon, ce que Camus explique en faisant si vous voulez ce raisonnement, c'est que on peut pas faire ça, on peut pas se dire oui tout ce qui s'est passé en fait c'est oublié, vive l'humanisme, vive l'universalisme. Aujourd'hui encore certains font ça, porter l'universalisme au nu mais sans à aucun moment évoquer ce travail de déconstruction et ses limites, mais pour mieux si vous voulez le refonder, c'est-à-dire faire finalement une œuvre véritablement cartésienne, quitte à être français autant l'être jusqu'au bout. Pour le coup Descartes, il commence par faire le ménage avant de reconstruire, il balaye pas la poussière sous le tapis si vous voulez. Donc ça c'est un vrai problème qu'il a connu à son époque. Or ce qu'il explique c'est qu'il faut reconstruire à partir de ce qui reste, à savoir la négation. On ne peut pas revenir sur l'ancienne morale, on a vu ce qu'elle a fait. Si on la reprend, les mêmes effets vont se reproduire. Il faut repartir de la négation et à partir de cette négation, chercher ce qu'il appellera après Descartes dans L'Homme révolté, un point d'Archimède. On a une négation, est-ce que là-dedans on a un point d'Archimède ? Donc je n'ai pas le temps de vous refaire tout le raisonnement qui mène au je me révolte, donc nous sommes, mais c'est l'idée qu'il y a derrière. Donc créer de nouvelles valeurs en repartant de ce qu'on a, et notamment de ce que l'expérience récente, la guerre ou les guerres et toutes les horreurs qu'elles impliquent, nous ont inculqué. Et enfin, dernier remède qui est proposé,
Et justement, ça explique ce que j'essayais de vous suggérer. Comprendre la nécessité de créer un universalisme. Et je dis bien, il dit bien en l'occurrence, de créer un universalisme. Voilà. La 5e chose à faire est de bien comprendre que cette attitude revient à créer un universalisme où tous les hommes de bonne volonté pourront se retrouver. C'est le travail de tous. Ça, c'est intéressant parce qu'il n'a pas dit reconstruire ou remettre à l'ordre du jour, c'est créer. Vraiment, l'acte créateur, c'est, si vous voulez, c'est pas tout à fait la même chose que réformer, par exemple. Créer, ça veut dire d'une part qu'on acte le fait que l'universalisme antérieur n'était pas vraiment un universalisme, et d'autre part, ça acte la nécessité de créer un universalisme. Et ça, c'est un aspect qu'on oublie parfois aujourd'hui, notamment dans le cadre des luttes. Hein. Probablement, si vous avez une petite idée du fonctionnement des luttes progressistes actuelles, il y a beaucoup de tensions. Il y en a toujours eu, mais là, si vous voulez, en termes de division en interne et de tension et de violence de militants les uns envers les autres, on atteint quand même à un point qui est assez inquiétant. Bon, qu'est-ce qui est oublié ? Par exemple, je vois beaucoup quelqu'un comme Frantz Fanon être cité comme une référence pour décoloniser la philosophie, les sciences, l'art, tous les domaines de la vie. Mais je vois beaucoup moins mettre en évidence l'autre aspect de sa pensée, enfin l'un des autres aspects de sa pensée, parce que c'est une pensée extrêmement riche et qui vaut la peine d'être mieux connue qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a mis en évidence la nécessité de refonder ou de créer un humanisme, de la même manière que Camus. Pourquoi ? Parce qu'il disait le but, c'est pas de s'émanciper, par exemple, en tant que noir, pour créer une bulle où tous les noirs pouvaient vivre en paix, opposés aux autres ou séparés du reste du monde. On veut que notre humanité soit reconnue. Donc, pour que notre humanité soit reconnue, il faut que l'humanité existe, en fait. Et comment on la fait exister ? En créant un véritable humanisme, qui ne soit pas l'alibi d'un particularisme ou l'alibi d'un communautarisme élevé au rang d'universel. En l'occurrence, par communautarisme, j'entends ici le communautarisme blanc, hein, quand on parle de ce qui s'est passé lors de la guerre et puis de la colonisation. Bon. Donc, voilà le remède ou la série de remèdes que Camus propose. Alors, pour terminer, puisqu'ensuite j'aimerais qu'on interagisse, c'est le plus important pour cette séance, la question que moi je voudrais poser, que Camus forcément ne peut pas poser puisqu'il n'est plus des nôtres depuis un moment, est-ce que nous sommes sortis de cette crise de l'homme ? Première question, est-ce que nous sommes sortis de cette crise de l'homme ? Question subsidiaire, peut-on sortir d'une crise de l'homme ? Est-ce qu'on sort d'une crise de l'homme comme on sort d'une crise de foi ? On prend un remède et puis c'est fini ? Ou est-ce que l'idée même qu'on puisse sortir d'une crise de l'homme en soi est discutable ? Et enfin, dernière question encore subsidiaire, la notion même de crise, pour parler donc de ce que Camus décrit ici, en termes de crise de l'homme, qui a tendance à connoter plutôt un événement brusque, quelque chose qui est spontané, quelque chose qui est brutal, et puis comme une guerre, si vous voulez, une guerre éclate comme une crise. Quand on parle d'une crise économique, généralement, c'est parce qu'il y a un phénomène, un événement, par exemple un krach boursier, qui la provoque. On la rattache généralement à ce moment qui l'a provoqué. Est-ce que ce terme est adéquat, ou bien est-ce que c'est pas une façon de minimiser justement ce qui n'est pas spectaculaire, toutes les petites choses dont on a parlé tout à l'heure, qui ont préparé ça. Voilà. Alors, pour répondre à la dernière question en premier, justement, Camus lui répond en fait par avance à cette interrogation qui pourtant me semble légitime, en expliquant en mettant en évidence le fait que la crise ne provient pas de la déshumanisation, ne provient pas tellement de la déshumanisation, c'est ce qu'il dit au début quand il dit « nous vivions dans la négation », c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau du coup ? Ce qui est nouveau, il disait, c'est la contradiction. Autrement dit, la nouveauté qui fait du coup la crise, qui fait qu'il y a une crise de l'homme, c'est non pas le meurtre, et même le meurtre de masse, et même la légitimation du meurtre, parce que ça aussi c'est vieux comme le monde. Ce qui est nouveau, ça se situe sur le plan de la conscience individuelle. Ce qui est nouveau, c'est justement la prise de conscience. Ce qui est nouveau dans le phénomène qu'il essaye de mettre en évidence, c'est qu'on prend conscience de la contradiction qu'il y a d'un côté à se vouer au nihilisme et de l'autre à ne pas parvenir à en tirer les conséquences logiques dans l'action.
En fait, il y a une contradiction là-dedans. Pourquoi, si je me dis nihiliste, pourquoi si j'adhère à l'idée que la morale et tout ce qu'on a décrit tout à l'heure, c'est une monstrueuse hypocrisie, bah pourquoi alors j'en suis encore, si vous voulez, à appliquer inconsciemment le tu ne tueras point? D'où ça vient, ça, si vous voulez? Donc, ça, c'est pour répondre à la dernière question. Après, pour répondre aux précédentes, sommes-nous sortis de cette crise de l'homme ou peut-on sortir d'une crise de l'homme? Justement, et ça c'est ce que je vous proposerai d'explorer dans l'intervention suivante qui portera sur les fameux petits pestiférés que nous sommes. En réalité, la crise, il faut l'apercevoir non pas comme un phénomène, comme une bombe qui éclate si vous le mettez de nulle part, mais plutôt comme, si vous voulez, le point d'aboutissement ou l'apogée d'un phénomène qui en réalité s'est construit progressivement jusqu'à atteindre le sommet. C'est pas ça, c'est... Voilà. Et le point de crise, il arrive au moment où il y a un basculement. Mais le basculement a été préparé. Donc de ce point de vue-là, est-on sorti de cette crise de l'homme ou peut-on sortir de cette crise de l'homme? Je verrai ça avec vous la prochaine fois, mais deux choses. La première, c'est que je n'en suis pas sûre. Parce que justement, si on part du principe que les grands mots MAUX se préparent par les petits, comment peut-on affirmer que ce qui se joue aujourd'hui ne va pas être ne va pas, si vous voulez, préparer le terrain à quelque chose de pire? Je ne suis pas en train de faire dans le catastrophisme, si vous voulez, c'est une interrogation. Rien ne permet de l'affirmer. Deuxième chose, peut-être plus paradoxale, mais j'y tiens. Non seulement je ne suis pas certaine qu'on soit sorti de cette crise de l'homme, mais je ne pense pas que ce soit souhaitable. Parce que pour rappel, la crise en question, c'est pas quelque chose qui est décidé par les événements. Je suis pas en train de dire je suis contente qu'il y ait des génocides. Non, la crise en question se joue au moment de la prise de conscience. Je pense qu'on n'est pas sorti de cette contradiction et c'est une bonne chose parce que le jour où on en sortira, c'est-à-dire le jour où on préférera mourir de ces contradictions plutôt que de les vivre ou faire mourir le sens de la contradiction en se réfugiant derrière l'idéologie, ce jour-là, en l'occurrence, tout deviendra possible et notamment le pire. Donc je pense que nous ne sommes pas sortis de cette crise de l'homme et qu'au final, cette crise de l'homme, il faut la penser paradoxalement, non pas forcément comme un mal, comme finalement l'apogée ou la conclusion, la conséquence de tout ce qui s'est préparé en amont en termes de déshumanisation, mais comme le moment, si vous voulez, où, comme dans une vie, peut avoir une crise, la crise de la quarantaine. C'est le moment où vous faites un retour sur ce que vous avez fait avant et il y a une prise de conscience qui vous amène en fait à aller au-delà, à aller de l'avant, peut-être à corriger certaines choses qui vous sont nuisibles et à en améliorer d'autres. Ben là, c'est la même chose en fait. Une crise de l'homme, est-ce que c'est forcément quelque chose qui doit être pensé comme un malheur, comme une catastrophe, ou au contraire, est-ce que c'est pas ce moment où l'humanité a la chance, en raison même des erreurs qu'elle a commises, de faire volte-face et de les corriger dans la mesure du possible? Je vous remercie.